invités. Je vous rappelle les scores hier, puisque ce sera de toute façon soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron qui dirigeront la France le soir du 24 avril. Marine Le Pen, 23,41% des voix. Emmanuel Macron, 27,6%. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci de prendre place dans ce studio d'RMC et de BFM TV. Vous êtes bien sûr soutien d'Emmanuel Macron. 5 points d'écart. Vous êtes soulagé ? Il ne s'agit pas d'être soulagé, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que les Français ont souhaité accorder une dynamique plus forte encore à Emmanuel Macron que celle qu'il lui avait accordée il y a 5 ans et qui en a fait le plus jeune président de la République, toujours en fonction aujourd'hui. Est-ce que vous appelez au front républicain ? J'appelle à tout faire pour qu'Emmanuel Macron soit conforté. Il ne s'agit pas de s'oppositionner vis-à-vis de notre adversaire, Marine Le Pen. Et je sais, pour venir de la gauche, que la notion de front républicain est quelque chose qui existe encore face au Front National, au Rassemblement National. Mais le sujet n'est pas... Mais vous ne le dites pas comme ça. Pourquoi ? Parce que ça fait peur maintenant, le Front républicain ? Parce qu'on se dit, on nous a déjà fait le coup ? Ça ne fait pas peur. Et j'ai toujours défendu le Front républicain. Je l'ai moi-même appliqué à un moment donné dans une élection régionale où j'étais tête de liste en Provence-Alpes-Côte d'Azur et où, entre Christian Estrosi et Marion Maréchal-Le Pen, j'avais fait le choix de retirer ma liste. Donc c'est quelque chose auquel je crois. Mais je pense que le sujet auquel sont confrontés les Français dans les 15 jours qui viennent est un sujet de projet contre projet. Emmanuel Macron porte un projet clair, un projet honnête, un projet réaliste parce que réalisable. C'est tout l'inverse de ce que porte Marine Le Pen. C'est quoi le projet d'Emmanuel Macron 2022 ? On pourrait prendre le temps de citer toutes les mesures qui sont proposées. Non, mais c'est quoi, si vous deviez résumer l'Emmanuel Macron de 2022 ? Celui de l'émancipation et de l'émancipation par le travail en particulier. Nous avons aujourd'hui la possibilité de nous engager pour atteindre le plein emploi dans notre pays. Il y a 5 ans, c'était inenvisageable. J'aurais proposé ça dans notre émission. Vous m'auriez dit, est-ce que vous êtes crédible ? Et j'aurais eu du mal à vous montrer ma crédibilité. Aujourd'hui, parce que nous avons déjà fait la moitié du chemin, nous pouvons aller plus loin encore. Je pense que le pouvoir d'achat, par exemple, se traite par la question du travail et pas par la question de l'allocation, de la subvention ou par des petites mesures qui sont proposées. Au contraire, c'est celle de faire en sorte que le travail soit valorisé, que chacun puisse accéder et qu'on prenne en compte ceux qui, pour plein de raisons, n'ont pas accès au travail et qu'on puisse les accompagner. Christophe Castaner, vous allez devoir réussir à attirer autour d'Emmanuel Macron des voix de Jean-Luc Mélenchon. La retraite à 65 ans, vous allez l'abandonner ? Nous n'allons pas abandonner la retraite à 65 ans parce que c'est la différence entre Marine Le Pen qui fait toute une série de propositions pour faire plaisir, comme tous les populistes en Europe et dans le monde, alors que nous proposons un projet qui est réaliste parce que réalisable. Et donc s'il y a des mesures comme par exemple un grand plan pour la dépendance, pour nos aînés, dont nous savons qu'avec le vieillissement de la population, il va falloir investir massivement. À un moment donné, il faut le sérieux de se dire, mais qui va payer ? Donc vous savez, on peut faire comme Marine Le Pen. Mais pardon, la réforme de la dépendance, vous l'aviez promis, vous avez eu 5 ans, vous ne l'avez pas fait. Ah mais on n'a pas tout fait en 5 ans. On a fait beaucoup de choses dont on peut être fier. On a fait certaines erreurs, parce qu'on s'y engage, parce que transformer... Vous étiez engagé aussi la dernière fois. Sur la dépendance, ce n'était pas un sujet de campagne en 2017, c'est aujourd'hui un sujet de campagne. Mais vous savez, est-ce qu'on réforme tout un pays ? Est-ce qu'on change tout, surtout avec les crises que l'on a connues en 5 ans ? Je ne le crois pas. Et je vous dirais même qu'on ne va pas régler tous les problèmes de la France dans les 5 ans qui viennent si Emmanuel Macron est réélu pour le siècle qui vient. Il faut aussi être pragmatique. Mais une chose est sûre, c'est que sur la question, notamment de l'emploi que je viens d'aborder, nous avons fait une grande partie du chemin. C'est ce qui nous donne la crédibilité pour poursuivre. Quand nous annonçons que nous allons baisser les impôts des Français de 15 milliards, nous sommes crédibles parce que nous les avons déjà baissés de 50 milliards. Je vais vous reposer la question de l'emploi. Vous faites notamment cette promesse d'aller vers le plein emploi, mais je vous repose la question très clairement. La retraite à 65 ans, elle sera faite, elle sera appliquée très vite dans le début du quinquennat. C'est vraiment une promesse que vous tiendrez ? Mais c'est un engagement que nous prenons dans notre programme et elle ne sera pas faite immédiatement. Vous n'allez pas, dans les jours qui viennent, dire on entend aussi la France de gauche... Mais on entend la France qui demande de la crédibilité. Et donc, vous ne pouvez pas promettre que des mesures de dépenses, comme le fait Mme Le Pen, en disant « je vais baisser la TVA, je vais baisser les charges, je vais baisser les impôts et je vais dépenser plus pour nos services publics » et en même temps se dire que finalement, y compris pour préserver notre système de retraite par répartition, il ne faut pas avoir le courage de dire qu'il nous faut travailler plus. Mais ce n'est pas avec la retraite à 65 ans que vous allez attirer les mélenchonistes. Ah mais on peut faire du populisme et dire tout ce que les mélenchonistes ont envie d'entendre, tout ce que les électeurs de Valérie Pécresse ou Nadine Hidalgo ont envie d'entendre. Mais je laisse ça, le populisme, à Mme Le Pen. La réalité, le sérieux, c'est quand même quelque chose sur lequel nous sommes attendus.
Donc, l'Emmanuel Macron de 2002, c'est celui de l'émancipation par le travail, c'est celui du sérieux, l'emploi et les impôts, ça va être les deux axes aussi de cette campagne? Pas seulement. La question de la santé qui est un sujet majeur et on voit combien notre système est en tension à pas avoir résisté aussi fortement que ces dernières années sur la gestion sanitaire. La question de l'école et la refondation de l'école paraissent des chantiers absolument indispensables et c'est ce vers quoi nous devons construire ces projets de transformation. Mais au fond, la France doit-elle être toujours un pays ayant un leadership international et européen? La France doit-elle unie, rassemblée? La France doit-elle se rassembler pour transformer en profondeur? C'est ce que nous portons. Madame Le Pen porte un regard nostalgique sur un passé un peu fantasmé et propose au fond de faire le bonheur des gens sans dire comment elle le ferait. Vous direz de Marine Le Pen, vous l'avez dit déjà, qu'elle est raciste, d'extrême droite. Vous avez entendu Robert Ménard à l'instant qui disait qu'il venait de la gauche, comme vous, et que pour autant il n'avait pas le sentiment de trahir en rejoignant Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous dites à ça? Moi, je n'oublie pas qui est Marine Le Pen, qui sont ceux qui l'entourent au Front National et au Rassemblement National. Je n'oublie pas cette histoire, ce clan familial depuis les années 60. Et je sais bien que depuis quelque temps, Marine Le Pen s'est drapée d'une cape de banalité pour cacher ce qu'elle est, mais je sais ce qu'elle est. Mais depuis tout à l'heure, oui, je suis pour une confrontation projet contre projet, y compris sur la question du pouvoir d'achat. Elle fait des promesses qui n'auront pas l'impact de ce que nous avons déjà mis en œuvre et de ce que nous voulons mettre en œuvre. Mais quand je pense à la revalorisation des retraites, par exemple. Des petites gens, ou comme il disait à l'instant, Robert Ménard, il disait, eux n'ont pas été entendus, voire même ont été méprisés par Emmanuel Macron. Est-ce que vous entendez cette critique? Est-ce que vous le regrettez? Mais d'abord, j'entends les critiques, y compris celle de Robert Ménard, qui est un adversaire politique, mais qui a aussi un sens de la responsabilité que je ne veux surtout pas contester. Mais en même temps, je répondrai par exemple que au terme de ces 5 ans, un salarié qui est au niveau du SMIC a connu une amélioration de sa rémunération de 175 €. Ça fait 14-15% d'augmentation. Mais est-ce que je m'en satisfais? Est-ce que ça suffit? La réponse est non. Et nous devons aller plus loin. Nous devons faire en sorte, par exemple, qu'il y ait un partage des profits obligatoire dans l'entreprise et qu'une entreprise ne puisse pas distribuer de dividendes si elle n'a pas mis en place... Non, mais c'était dans le projet avant l'élection du premier tour, et donc nous le maintenons. Mais effectivement, j'en parle parce que je sais que c'est une mesure sur laquelle nous n'avons pas été assez entendus. Ça devrait permettre, dès cet été, à chaque salarié dans notre pays de toucher jusqu'à 6 000 € de primes défiscalisées, désocialisées. J'entends que pour vous, cette campagne du deuxième tour, elle va se jouer sur le pouvoir d'achat. Vous étiez assez peu quand même sur ce domaine-là avant. Nous étions présents au quotidien, et d'ailleurs le bilan du... Attendez... Le bilan du quinquennat fait par tous les économistes est que le pouvoir d'achat a doublé en moyenne par rapport aux 2 quinquennats précédents. Est-ce que ça suffit? La réponse est non. Et donc, vous voyez, moi j'ai une vraie humilité dans ce que nous avons fait. J'ai des éléments de fierté, je peux défendre, je suis déjà venu devant vous pour les défendre, mais en même temps, je ne vous dis pas que tout a été fait et que tout a été bien fait. Je sais qu'il y a des combats sur lesquels nous devons aller plus loin, notamment, par exemple, les combats environnementaux. Christophe Castaner, on sent une France très divisée. Divisée parce qu'il y a une partie des Français qui se sont abstenus, on va y revenir. Divisée aussi parce qu'il y a en gros 3 camps qui correspondent aussi à 3 générations. Les jeunes ont plus massivement voté Jean-Luc Mélenchon. Les actifs entre 25 et 49 ans ont plus massivement voté Marine Le Pen. Et c'est surtout les retraités finalement qui sont venus vers vous. Est-ce que ça, c'est pas un peu... contre-intuitif pour vous qui avez toujours défendu la France active? Non, mais les jeunes ont aussi voté pour Emmanuel Macron, même s'ils ont voté manifestement plus pour Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est aussi normal, c'est des phénomènes générationnels. Comment les réconcilier, ces générations? C'est pas nouveau. Mais en agissant sur tous les champs. Par exemple, je sais que la jeunesse est moins engagée d'un point de vue partisan dans la vie politique. Par contre, elle l'est sur des causes. J'évoquais à l'instant la cause environnementale. Voilà, confrontons nos projets avec Madame Le Pen, qui, par exemple, a décidé de renoncer à la production d'énergie renouvelable dans notre pays, avec une baisse drastique sur ses budgets, ou le démantèlement de tout l'éolien dans notre pays, parce que elle sait que chaque fois qu'une éolienne s'installe, ça fait des conflits de voisinage. Mais quand on veut être président de la République française, on ne se préoccupe pas de se limiter sa vision à la question des conflits de voisinage. On doit proposer un vrai plan sur la souveraineté et la décarbonation énergétique. Est-ce que les Français C'est l'inverse de ce qu'elle propose. Les jeunes, sur ces sujets, sont sensibles et seront mobilisés, j'en suis sûr, dans 13 jours. Est-ce que les Français qui ont voté Marine Le Pen sont racistes et d'extrême droite? Non, les Français, certains le sont,
mais d'ailleurs pas que chez Marine Le Pen. Je vois que son premier soutien aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Je rappelle qu'il a été condamné pour racisme. Et ensuite, je pense que Marine Le Pen, dans ce qu'elle est, dans ses fondamentaux, comme Éric Zemmour, sont les deux faces d'une même pièce, celle de l'extrême droite. Donc il y a dans l'électorat ou dans les soutiens de Madame Le Pen des gens dont on sait qu'ils sont racistes et d'extrême droite, mais pas les électeurs. Les électeurs sont aussi des gens qui portent des colères, qui portent des angoisses, qui portent des peurs. Et nous n'avons pas su répondre à toutes ces peurs. Vous n'avez pas su répondre à toutes ces peurs. Est-ce qu'elles sont encore là aujourd'hui ? Bien sûr, notamment la peur sanitaire, par exemple, qui est toujours extrêmement présente dans le sentiment de nos concitoyens, sur lequel il nous faut nous réarmer. Mais si je regarde sur ce sujet-là, je pense que c'est aussi à l'échelle de l'Europe que nous trouverons de bonnes réponses pertinentes, quand Mme Le Pen veut casser l'Europe. L'autre clivage, la fracture même, comme le dit Bernard Sananès quand il regarde un peu qui a voté pour qui, c'est une fracture financière. Il y a ceux qui comptent quand ils font leurs sous, et ils ont majoritairement voté Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a ceux qui ne comptent plus quand ils font leurs sous et qui ont voté Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être finalement, en fait, le candidat des riches ? Oui, mais quand nous supprimons la taxe d'habitation, comme nous l'avons fait, ça ne concerne pas les riches. Et on avait visé en particulier les 80% de Français de la classe moyenne. Quand nous supprimons la redevance audiovisuelle, là aussi, je peux vous dire que les 138 € de la redevance audiovisuelle ont un impact sur les petites rémunérations et les petits salaires, moins sur les grandes fortunes. Et pourtant, nous le faisons. Et donc, il nous faut répondre aussi sur ces sujets. Quand vous dites ce chiffre-là de 138 €, c'est sur une année, c'est 10 € par mois. Oui, mais quand vous voyez les hausses des prix, ça compense même pas l'inflation. Il y a quelques minutes, je vous parlais de 175 € pour quelqu'un qui est au niveau du SMIC, et vous auriez pu dire, ah oui, ça c'est impressionnant. Et donc je vous prends quelques mesures, mais globalement c'est 15 milliards. La baisse des impôts que nous proposons, et nous sommes crédibles, parce qu'on a baissé sur les particuliers de 25 milliards dans la mandature précédente. Et donc oui, nous maintiendrons cet effort encore. Christophe Castaner, ce n'est pas chez moi qu'il faut chercher de la complaisance avec M. Poutine, ce n'est pas chez moi qu'il faut chercher des financements du côté de la Russie. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a dit. Est-ce que c'est là-dessus que se jouera aussi le clivage? En gros, il y aurait une candidate de Poutine et un candidat de Volodymyr Zelensky? Écoutez, le clivage, c'est celui de la crédibilité. Et est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui est crédible sur la scène internationale alors qu'elle était totalement liée à Vladimir Poutine, même la veille de l'envahissement de l'Ukraine, la même qui, alors que nous recevions le président Zelensky à l'Assemblée nationale et au Sénat, déclarait il y a quelques jours qu'elle n'avait aucune admiration pour Zelensky et qu'elle maintenait son admiration pour Poutine, effectivement, les Français doivent se poser une question simple. Est-ce qu'ils veulent confier leur diplomatie et leur armée à quelqu'un qui est totalement aligné et dépendante, vous avez rappelé la dimension financière, de pays qui aujourd'hui ne sont pas des pays démocrates, et en particulier la Russie. Christophe Castaner, qu'est-ce que vous dites ce matin aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ? Mais je leur dis que de toute façon, ils ont un choix assez simple. D'abord, je les respecte et je sais aussi que pour beaucoup, il y a pas la volonté de soutenir Emmanuel Macron. Il n'y a pas la volonté de lui donner un blanc-seing. Mais aujourd'hui, ils ont des choix simples sur la jeunesse, par exemple, en matière d'environnement. Ce que nous proposons est réaliste, crédible, s'appuie sur le fait que nous avons déjà baissé dans ce quinquennat de 12% les gaz à effet de serre en France. Et donc, c'est déjà un effort. On a doublé par rapport au quinquennat précédent. Il n'empêche qu'il nous faut aller plus loin. Nous faisons des propositions concrètes sur ces sujets-là. Plus loin, ça veut dire jusqu'où ? Il faut se fixer les objectifs de décarbonation totale de notre économie et de notre façon de vivre. Mais quand, par exemple, nous nous fixons un objectif de 700 000 rénovations thermiques, logements rénovés chaque année, nous avons déjà un bout de crédibilité parce qu'on a rénové 1 million. Quand on veut changer de voiture aujourd'hui et qu'on veut mettre en place un dispositif de leasing pour des véhicules de type électrique à moins de 100 €, c'est parce qu'on sait que beaucoup déjà a été fait. 1 million de foyers ont pu changer de voiture avec les aides de l'État. Mais je sais que quand on a des bas revenus, un véhicule électrique, même aidé par l'État, reste sur un prix trop élevé. Emmanuel Macron propose une mesure qui permettra d'avoir une location à environ 100 € pour faire en sorte qu'on évite tout simplement de faire le plein à la pompe. Christophe Castaner, qu'est-ce que vous dites ensuite à ceux qui n'ont pas voté hier ? 25% des Français qui se sont abstenus. Ce n'est pas l'abstention record, mais c'est quand même une abstention très nette. Non, d'abord, soulignons effectivement que 75% des Français ont été votés, alors qu'on nous annonçait le pire sur ces sujets. Dans une campagne qui a été difficile à faire, donc oui, ils ont un rôle majeur à jouer, et y compris face à la candidate du Rassemblement national. Je suis convaincu qu'il y aura une démobilisation de certains qui ont voté pour les
10 autres candidats et qui ne se retrouvent dans aucun des deux, mais je suis convaincu que vous aurez des gens qui vont aller voter dimanche dans 10 jours pour faire un choix de société qui n'est pas le choix du repli. On entend depuis hier un certain nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont entendu très précisément la première phrase de Jean-Luc Mélenchon qui dit « il ne faut pas voter pour Marine Le Pen », qui pour autant ne viendront pas voter pour vous. Il n'a pas appelé à voter Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous pourriez le convaincre ? Eh bien, moi, je ne vais pas chercher à convaincre Jean-Luc Mélenchon. D'abord, je n'aurais pas cette prétention. Vous savez comme moi qu'il est difficile à convaincre Jean-Luc Mélenchon. Mais il a fait un choix clair, celui de rappeler 4 fois qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen, et ensuite de laisser à ses électeurs le fait de choisir entre l'abstention qui est un refus de choix, mais quelque part aussi de valider l'hypothèse que Marine Le Pen soit présidente de la France, ou de voter Emmanuel Macron. Je crois que son expression a été plus claire encore qu'elle ne l'a été il y a 5 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut non pas chercher à conquérir un mot de plus de Jean-Luc Mélenchon, mais il faut parler à son électorat. Il y a dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon des gens qui croient que nous avons besoin d'une Europe forte, notamment sur les questions environnementales, sur les questions de souveraineté agricole. Et donc, c'est eux qui doivent aussi... Et il y a dans son électorat une partie, plusieurs auditeurs qui m'appelaient ce matin sur RMC notamment, qui disent on va carrément aller voter pour Marine Le Pen parce qu'on est trop anti-Macron. Ce serait un vote contre Emmanuel Macron. Oui, mais de toute façon, on a vu dans cette campagne beaucoup de candidats faire campagne contre Emmanuel Macron. Moi, je préfère faire une campagne avec un projet pour la France. Le projet pour la France, vous aurez 2 semaines pour le défendre. Christophe Castaner, merci d'être venu ce matin répondre à mes questions sur RMC et BFM TV. Le match de l'entre-deux tours est donc lancé. Merci à vous.